Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour et bienvenue au premier épisode de la toute nouvelle saison du podcast Les Dérangeants, enregistré au studio C de l'Université Concordia à Montréal. Je me présente Mathieu Charret, mannequin de stature internationale et journaliste au Journal Les Affaires. Pour ce nouvel épisode propulsé par le Mouvement Desjardins, on jase avec l'entrepreneur, blogueur, auteur, conférencier et surtout papa pour la deuxième fois, Monsieur Nicolas Duvernois. Salut Nico. Salut. Ensuite, on discute de l'image de marque des entrepreneurs. Est-ce que nos entrepreneurs sont devenus nos nouvelles vedettes? Pourquoi? Et surtout, est-ce que nos entrepreneurs méritent le statut de star? Dans notre panel de dérangeants cette semaine, j'accueille la sensationnelle Marie-Philippe Simard. Allô, Mathieu. De Chic Marie. Bonjour, Marie. Le majestueux Alex Mency de Mango Software. Salut, Bonjour, Alex. Mathieu. Et du très honorable Jean-Daniel Petit d'Abitibi & Co. de B-Side. Bonjour. Bonsoir. Donc, mademoiselle, messieurs, je vous propose de commencer par un petit tour de table. Coup de gueule, coup de cœur cette semaine. Je peux commencer. Commence. Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les médias sociaux, on est en train de recruter un 7e ou une 7e dérangeante. Moi, je vais passer au travers toutes les candidatures cette semaine. Je suis bien excitée. Bien excitée. Fait que c'est Je sais qui? pas où ça s'en va, là. Je suis bien excitée. C'est super impressionnant. Tu sais, nous, on est un peu comme dans notre truc noir ici, là, puis on parle pas vraiment des gens, mais c'est super impressionnant de voir les gens qui ont soumis leur candidature. Les gens sont sharp, ils ont des business sharp. C'est vraiment cool. C'est tout. On a hâte de savoir c'est qui, hein? Mhm. Toi, Alex? OK, moi, je vais y aller avec un coup de cœur. Coup de cœur. On a un nouveau partner chez Mango. OK. On a vendu des parts cet été après 9 mois de négociation. Oh! On a fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise aussi par le fait même. Donc, Félicitations. que de bonnes nouvelles. Très content. Ça va super bien. JD, coup de gueule? Non, c'est un bel été. Donc, pas de coup de gueule pour l'instant. Tout va bien. Tout hein? va On bien. se sent T'as vendu zen, des canaux, sent, très content. Exact. T'as-tu fait bien faisait les beau. balcons cet été? Non, mais j'ai passé tellement de temps dehors. Contrairement à Mathieu, je suis pas allé en Espagne, mais je suis resté au Québec. Puis, j'ai visité la région de Charlevoix pour plusieurs fois en fait cet été. Puis, mon coup de cœur va au groupe Germain. C'est la première fois que je suis allé vraiment visiter l'hôtel qui ont refait l'acquisition. La ferme. Puis anciennement, la ferme, maintenant, c'est l'hôtel Spa Germain Charlevoix. Ah, OK. Ouais. Et il y a la ferme avec le bétail, il y a les jardins dont il faut pousser tous les légumes et les fruits qu'ils utilisent à même le restaurant. Puis je suis allé manger au restaurant, c'était succulent. Mais c'est pas du marketing, c'est vraiment quelque chose qui est intégré à même l'hôtel, mais à même la région. Donc, coup de cœur vraiment pour ce groupe-là et surtout ce projet prise-là. Que du positif hein, pour un premier épisode. Attends, la C'est le retour à l'école. Juste poche. Nick, toi, tu as un coup de gueule, un coup de cœur cette moi, semaine? coup de gueule définitif. Ah, fin un peu Oh négatif. my God, depuis quelques mois, moi, je suis plus capable d'écouter la télé, la radio. Pourquoi? Écoute, Sauf il les me podcasts. Ouais. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il me semble qu'on va d'un extrême à l'autre en permanence. On n'a plus le droit de parler. Les politiciens parlent, puis ils disent qu'ils sont ni pour ni contre. Bien au contraire, je suis épuisé de vivre dans une société où on n'est plus capable d'être soi-même. Coup de gueule. Coup de Langue cœur. de bois. Oh man, je suis plus capable. Mais j'ai un autre coup de cœur. Ah. Une petite Charlotte qui est née il y a exactement une semaine, ma deuxième Wow. petite princesse. Et puis, c'est la plus belle au monde, là. Désolé pour les autres. C'est mais, clair. égalité avec Victoria, ma première princesse. Voilà. Égalité. Égalité, ouais. OK, intéressant. Donc, on fait une courte pause, puis on revient avec l'une des stars de l'entrepreneuriat au Québec, et j'ai nommé l'irrésistible Nicolas Duvernois. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de 2e cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. Ici Carlo Coccaro de Matémomonde et aidersonenfant.com.
Je suis venu déranger Luc Ménard, chef de l'exploitation Desjardins Capital Régional, pour parler financement et croissance. Bonjour, Carlo. Bonjour. Jusqu'à quel point la mission, les valeurs d'une entreprise sont importantes quand vient le temps d'investir chez Desjardins? Au bout de la ligne, lorsqu'on fait un investissement, la première chose qu'on regarde, c'est le fit des valeurs avec l'entrepreneur. On dit souvent qu'on est dans un métier de financier, mais à la fin de la journée, on fait des ressources humaines. On s'associe à des individus qu'on croit qui vont être nos leaders de demain. Il y a différentes alternatives qui s'offrent à toi dans la croissance de ton entreprise. On a de la dette subordonnée ou encore du capital action. On s'associe à l'entrepreneur pour l'aider à réaliser ses projets, donc on devient un co-actionnaire avec lui. Super, merci beaucoup, Luc. Ça me fait plaisir. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com. De retour au dérangeant avec Nicolas Duvernois, accompagné de Marie-Philippe Simard, Alex Mency et Jean-Daniel Petit. Monsieur Nicolas Duvernois, né en 1980 à Montréal, diplômé de l'Université de Montréal en sciences politiques. Oui. Tu es le fondateur de Pure Vodka, la première vodka ultra premium produite au Québec et la vodka canadienne la plus médaillée. C'est en 2006, Nicolas, que tu as vécu une expérience un peu catastrophique. Oui, on pourrait dire assez, ça comme beaucoup, ça, même. En restauration, tu décides de fonder Pure Vodka, qui produit aussi aujourd'hui le Romeo's Gin. Ouais. Tu es très impliqué dans l'univers entrepreneurial au Québec, blogueur, mais tu es aussi actuel président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Ouais. Tu es cofondateur d'Adopting avec Anne Marcotte, Philippe de Gaspé-Beaubien III, qui soutient la relève entrepreneuriale au Québec. Fait que t'es pas très occupé, finalement. Non, j'ai toujours quelques secondes de libre ici, à droite et à gauche. Entre 2 et 3 heures du matin. Exact. Super relax. Là. Première question pour toi, Nicolas. Sur ton site web, tu dis « Vendre du gin pour vendre du gin ne m'intéresse pas. Vendre du gin pour changer le monde, là, on parle. » Ouais. Comment tu peux changer le monde en vendant de l'alcool? Je comprends que c'est le fun, mais... On rend le monde heureux. Ouais, déjà, ouais. Non, cette phrase-là m'est venue quand on était autour de la table avec l'équipe, puis j'essayais d'expliquer qu'on ne lançait pas un nouveau produit. On lançait comme une cause. Et puis là, tout le monde me regardait. De quoi tu parles? On ne va pas vendre de produit. Je suis comme, oui. Puis là, ça m'a cliqué. Je me suis dit, on ne vend pas un produit qui a une cause, mais on vend une cause qui a un produit. Fait qu'on est comme une cause qui vendons un produit pour la cause. Romeo's Gin, c'est avant tout une histoire d'amour avec l'art. L'art urbain, surtout, que j'aime particulièrement, à cause de toute une histoire que je pourrais revenir à un moment donné. Et un pourcentage de chacune des ventes de nos bouteilles, il y a un pourcentage des revenus qui va au Fonds Roméo. Et c'est ce Fonds Roméo-là où là, on s'amuse, où on engage des artistes pour faire des trucs flyés. J'ai une annonce très bientôt à faire. Vous n'allez même pas comprendre là, à quel point c'est fou. Que tu fais tantôt là, dans l'émission, c'est ça? Nos seaux à glace, c'est des seaux à peinture qu'on fait peindre par une fondation qui s'appelle Mu Montréal. On engage des artistes pendant le Salon des vins à Québec. On a engagé un collectif d'artistes qui a fait du live painting pendant 3 jours. Puis après cette œuvre-là, on l'a donnée à l'Assemblée nationale du Québec parce qu'on a demandé aux artistes, c'est quoi votre plus grand rêve? Est-ce que c'est d'être dans un musée? C'est d'être... Puis là, ils ont dit, c'était à l'Assemblée nationale. Grosse question. Ouais. Le marché de l'alcool au Québec, pas évident. Très complexe à travers le monde. Très complexe. Premièrement, quand j'ai lancé cette entreprise-là, j'étais le premier. Fait que quand tu es le premier dans quoi que ce soit, c'est toujours complexe. Plus difficile. Ensuite, c'est très réglementé. Pas seulement au Québec, à cause de la SAQ ou de la Régie des alcools du Québec, mais là, on lance en France, c'est différents formats de bouteilles. On lance en Angleterre, c'est le même format de bouteille, mais il faut un timbre sur chaque bouteille. Chaque pays, chaque même coin de pays a ses propres règles. Et moi, je suis convaincu que c'est du protectionnisme, là, parce que en Europe, tu as juste le droit de vendre des bouteilles de 700 millilitres. Au Canada, c'est 750 millilitres. Niaise-moi. Non, là. C'est ça. C'est tout pour compliquer l'affaire. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut acheter ces bouteilles-là à l'avance. Tu sais pas si ça va marcher. Fait que tu peux pas juste en mettre moins. Non, j'y ai pensé, c'est ça le pire. On vide un peu. On s'est dit, on va vider. Mais c'est comme 15 millilitres ou de trop que ça a l'air que j'ai pris une sip de chaque bouteille avant. Fait que j'ai pas pu faire ça. Puis là, je me suis dit, je vais rallonger la capsule pour pas qu'on le voit, mais ça se voit quand même. Ah non, moi, j'ai tout essayé. Des fruits dans le fond.
Ou mettre un fond d'eau, là, tu sais. Mais non, ça marchait pas. Et puis, ouais, fait que c'est très complexe partout. Mais tu sais quoi, tout est complexe. Mais je comprends que c'est complexe. Si toi, tu étais premier ministre du Québec demain matin, Ouais. là, est-ce que tu aurais des règles que tu choisirais de modifier pour faciliter la vie des producteurs québécois? Ah, ben, définitivement. T'as quoi en tête? Premièrement, voyager. Pourquoi? Parce que c'est quand on va voir ce qui se fait ailleurs qu'on comprend ce qu'on peut faire chez nous. Allez dans la région de Cognac, allez à Napa Valley, allez voir comment on peut mettre de l'avant la richesse qu'on crée. Et quand tu voyages, puis tu visites Annecy ou tu voyages en Écosse, puis tu visites une maison de scotch, t'as des frissons, t'es comme « Oh my God, j'ai envie de boire! » Mais bien boire, surtout que ça permet de comprendre le produit puis de le respecter. Ça, c'est la première chose, aller-retour quelque part. Pour certains, aller. pas de retour. Ensuite, définitivement, permettre de faire la visite des lieux, de vendre à la propriété. Là, il y a plein de lois là, qui arrivent tout bas de côté. Fait il y a peut-être des trucs que je dis qui sont en train de se faire, qui commencent à se faire de ça. Mais je te dirais que ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a comme une petite frange d'extrême gauche dans la création d'alcool qui sont très protectionnistes d'une manière de faire d'antan et qui veulent freiner les compagnies un peu comme pas un peu comme la nôtre, là, comme la nôtre ou comme un ou deux autres. C'est tout nouveau le milieu des spiritueux au Québec. T'sais, nous, on est vraiment le plus grand et de loin. Ça dérange énormément. Donc, tu sais, il y a du monde qui ne serait pas d'accord pour ci, pour ça, mais moi, je serais plus pour un libéralisme ouvert de cette industrie-là, puis de laisser le monde travailler, puis de pas toujours mettre des règles par-dessus des règles, par-dessus des règles. Moi, je suis plus capable. L'entrepreneur, là, c'est un artiste, laisse-le travailler. Je comprends, là, de pas vendre dans une école primaire, là. Ça, je le comprends, cette loi-là. En même temps. Non, mais tu sais, en même temps, il y en a qui dormiraient mieux, tu sais. Non, mais... TDAH. Ouais. Tu comprends bien mieux, je pense. Non, mais tu sais, c'est que on vit dans un monde où tout est toujours question de jalousie, question de protection de ci, question de penser aux plus petits, question... C'est épuisant tout ça, là. Moi, je suis un entrepreneur, là, puis je crois que pas mal comme nous tous, tu sais, on est né là, dans un monde où il n'y en a plus de frontières. Laisse-moi travailler, je me sens menotté ici. Mais t'aurais-tu pensé pareil quand t'as commencé? Là, c'est facile, tu sais, t'es le plus gros. Fait que dire, libérer les règles, amenez-en de la compétition, c'est facile. Mais quand tu commences, t'es le premier à lancer ta vodka, si ça avait été plus facile, ça t'aurait-tu dérangé? Ben non, si ça aurait été plus facile, j'aurais été le premier à être plus content, à être content. Et le problème, c'est que souvent, maintenant, on regarde puis on dit, ben oui, c'est facile, lui, c'est le plus gros. Ouais, mais j'ai été le premier. Fait que moi, il n'y avait même pas de marché. Fait que c'était bien compliqué. Fait que tous ceux aujourd'hui qui me backstab, ben ils l'ont fait parce que certainement, ils m'ont vu dans une entrevue ou je sais pas quoi, puis ils ont dit, oh my God, moi aussi, je vais le faire. Ouais. C'est ça que je trouve plate en entrepreneuriat. Moi, je suis le seul taouin à être content du succès des autres des fois, tu sais. Mais moi, En même je temps, suis- ça vient avec une pression, être premier. Tu sais, parce qu'être le premier à faire les trucs, c'est bien. T'es le trailblazer, tout Ouais. ça. Mais être le premier en grosseur, en marque, en part de marché, il y a, Ben, tout le monde veut une charge t'abattre. de travail. Ça, c'est sûr, tout le monde veut t'abattre. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois... la réalité est ça. Mais moi, je le vois comme... tu sais, moi, je suis le premier puis je suis le plus jeune. Fait qu'il y a aussi cette dérange? cette dichotomie. Ben là, on ne comprenne pas vraiment, je crois. Puis je prends beaucoup de place. Fait que ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger beaucoup de monde puis que je peux comprendre. Mais si on me suit depuis des années, on voit qu'il y a une logique dans comment je travaille, dans mon discours, dans mes actions. Fait que, tu sais, moi, je suis là. Moi, je suis le premier à vouloir qu'il y ait 150 compagnies de spiritueux qui puissent vivre de ça au Québec, là. Parce que moi, mon réflexe, c'est que si le réflexe devient de boire québécois, ben, je suis gagnant. On a-tu un problème avec boire québécois, justement? Énorme. Ouais. Énorme problème parce que, il y a eu le temps, les anciens moments du cidre où le cidre a été massacré. Le vin, avec tout le respect que j'ai pour les producteurs de vin du Québec, il y a une réalité qui s'appelle la nature. OK? On voit ce que Harvey commence à faire. Il y a la nature qui n'est pas de leur bord. OK? Pour rester poli, il n'est pas de leur bord. Fait que c'est pas tous les vins qu'on produit au Québec qui sont buvables. Là. Il faut se le dire. Fait qu'il y a Peu cette... importe le producteur, ça ne sera jamais bon. Là. Non, mais il y en a qui sont Non, bons. il y en a. Ah oui. J'ai dit, Il y en c'est a, pas oui. tous les Ben, vins. la météo fait que C'est difficile. parce que c'est très complexe, tu sais. Essaye de faire pousser je sais pas moi, un palmier au pôle Nord. Peut-être avec la technologie aujourd'hui, on peut. Là, au Beach Club, il y en a. Ouais. Oh, ouais. Mais c'est pas des artificiels, ça. Non, mais tu sais, à un moment donné, écoute,
j'en ai... Je suis certainement le gars que tout bu ce qui se fait d'alcool québécois, bière, vin, spiritueux. Puis, tu sais, c'est compliqué de faire des bons... Donc, il y avait peut-être une mauvaise réputation du vin qui fait en sorte que le monde se dit comme, ben là, je vais pas boire de la piquette. Puis, dans les spiritueux, ce que j'ai peur, moi, j'ai une obsession sur la qualité. Puis, mes costes sont le double de tout le monde parce que je mets de la qualité dans mon truc. Moi, c'est de l'eau de source là, que je mets là. Et puis ça, c'est un détail, c'est un exemple sur tous les produits qu'on met. Et j'ai peur qu'il y a plein de monde qui se lance parce que pour faire une business de ça, c'est une business, mais qui vont faire n'importe quoi, juste pour faire du volume. Puis ça va devenir de la merde. Puis après, le monde vont goûter à ça, puis vont dire, ben ouais, les spiritueux québécois, c'est comme le vin québécois, c'est pas buvable. Mais tu penses pas que C'est ça qui me fait peur. la SAQ a un petit peu un rôle à jouer? Tu sais, je sais pas, la SAQ, c'est une société d'État. Moi, étant la SAQ qui font plein d'argent, là, je ferais une section produits québécois. Oui, c'est du protectionnisme, mais tu sais, envoyez-le un peu, essayez-le, tu sais. Ouais, la SAQ se retrouve dans une situation assez complexe. La loi, parce que la SAQ, c'est une exécutante. Ils font aucune loi. C'est la régie des alcools. La SAQ, ayant voyagé vraiment là, à travers le monde, c'est vraiment un des meilleurs systèmes qui existent. Pour les produits québécois, ça fait 10 ans que j'ai lancé l'entreprise. Ils se sont réveillés un peu avec toute mon histoire et tout ça. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent face à une situation où ils sont quasi obligés d'accepter tout le monde. Parce que t'imagines aujourd'hui que tu sors, tu dis, ben là, moi, j'ai fait un gin à Rimouski, puis pas Rimouski, parce que mes amis de Saint-Laurent, ils font un excellent gin, mais à Mouk-Mouk, là, je sais pas où. Et puis, ben, la SAQ m'a pas accepté. Fait que là, SAQ se retrouve... Tu viens de tuer la business. En... Ouais, c'est ça. Et aussi, l'immense différence entre la SAQ et la LCBO. La LCBO, dans la loi qui a créé la LCBO, leur premier point, je crois, c'était de mettre en valeur les produits d'Ontario. Parce que la SAQ n'a pas ce point-là. Ben, c'est phénoménal, la différence. Tu vois, la CBO en Ontario, il y a une section. La moitié, c'est du vin ontarien. Ouais. Là. Ouais. Tu viens au Québec, tu les cherches. Mais par exemple, souvent, je retourne la question sur le monde. Oublions la SAQ, oublions les lois, oublions la qualité. Celui qui décide si les produits québécois fonctionnent, c'est le consommateur. Ouais, mais peut-être que le consommateur le voit pas. Fait que là, les gens qui se font des vins québécois ici, ils se disent, ben, il n'y a pas de marché. Fait que, tu sais, c'est comme une roue qui tourne. Je sais pas parce si... que- Faut on regarde, que tu là. la volonté d'acheter québécois en premier. Ouais, Ben, c'est l'évolution, il ne voulait pas si longtemps, c'était des vignes à faire des neiges. Ouais. À Noël, là, c'était ça. Là. Il Après casse ça, en- il casse en carton. puis après ça, on fait notre propre vin avec la petite poudre, puis on pense que c'est bon. Puis mon père fait encore ça. Là. Vraiment. Oh, mais, ouais. mais la culture du spiritueux, la culture de la finesse, qualité. ça prend du temps. C'est Ouais. comme l'architecture, ça prend du temps avant d'avoir cette culture. Alors, les coûts de production pour le vin et la réalité de production du vin au Québec font en sorte que tu vas te retrouver avec un vin plus ou moins correct à presque 25 $ québécois ou un vin que tu adores, italien à 18 $. Malheureusement, le monde magazine avec... Ben, malheureusement ou heureusement, ils suivent un budget des fois, puis ils se disent, merde, c'est moins cher, qu'est-ce que je fasse? Et puis des fois, c'est par goût, puis il y a beaucoup plus de monde, jusqu'à présent, jusqu'à la preuve du contraire, qui préfèrent les vins d'ailleurs. Il y a des trucs qui se font vraiment très bien, mais c'est encore très minime. C'est ça peut-être le problème aussi, c'est qu'il y a 2-3 producteurs sur la, je sais pas, cinquantaine qui font quelques cuvées qui sont exceptionnelles, mais là, c'est pas comme ça qu'on peut bâtir une industrie ou un c'est ça. secteur. Ouais. Je veux t'amener sur la relève. Ouais. On disait tantôt, puis c'est tout à fait vrai, que tu participes beaucoup à la promotion de l'entrepreneuriat au Québec, au soutien des jeunes entrepreneurs. Tu consacres beaucoup de temps à ça. Est-ce que c'est un danger pour ta business? Puis, est-ce que tu n'as pas peur de contribuer à ta compétition future? Non. Moi, écoute, moi, j'ai tellement été dans la merde là, quand je me suis lancé en affaires. Tu sais, c'est ma blonde qui paye mon loyer, là, puis c'est des moments que je veux pas jamais revivre, puis je veux pas que quelqu'un... Tu sais, je veux pas faciliter tant que ça, entre guillemets, le chemin de l'entrepreneur, parce que c'est normal qu'il y ait un filtre naturel qui se fasse, puis que ça soit compliqué. Mais une société qui... Moi, la vie, là, c'est plus que juste mon entreprise. Mon entreprise, c'est ma priorité comme entrepreneur, mais j'ai une vie personnelle où j'ai des croyances et des certitudes et je suis convaincu qu'on a besoin de tout faire en sorte d'être une société riche en entrepreneurs, parce que c'est avec les entrepreneurs qu'on fait avancer le monde. On regarde Marco Polo qui a ouvert la route du commerce, c'est un entrepreneur, mais il a aussi ouvert un dialogue entre deux mondes qui ne se sont jamais parlé. Regarde Christophe Colomb, Jacques Cartier, les grands voyageurs. Aujourd'hui, on pense que c'était des matelots, mais avant tout, c'était pour faire du commerce. Regarde les Islandais qui sont venus faire de la pêche à Terre-Neuve. Le bon côté de l'entrepreneur, je veux mettre ça de l'avant, puis c'est pour ça que je veux
qu'il y ait le plus d'entrepreneurs possible, parce que s'il y a des entrepreneurs qui ont la main sur le cœur, on peut faire avancer une société. Puis c'est pour ça que je mets énormément de temps. Puis je fais très attention que ça soit pas néfaste à mon entreprise. C'est plus néfaste à ma vie personnelle, je vais te le dire. Tu as lu mon blog d'hier, tu sais. Le titre, c'était changer le monde ou avoir une vie? Telle est la question, tu sais. C'est Non, vrai, mais C'est c'est une relation, vrai. effectivement. Tu sais, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est un organisme hallucinant, plus grande jeune chambre de commerce au monde, c'est plus de 100 événements par année. Là. C'est fou. C'est choc, là, J'y vais ça. pas à toutes, mais tu sais, je me sens impliqué, puis je veux y aller, puis quand j'y vais pas, je me sens mal, puis c'est un cercle, tu sais. Mais moi, c'est plus fort que moi. Il faut aider notre relève. Est-ce que tu te sens redevant parce que tu as du succès? Je me sens pas chanceux parce que j'ai travaillé comme un acharné, mais je me sens responsable de faire vivre le succès à quelqu'un d'autre. À un moment donné, tu arrives à un point de vue... Tu sais, moi, quand j'avais pas une scène, moi, 1 000 $ dans mon compte en banque, c'était mon rêve. Quand j'avais 1 000 $ dans mon compte en banque, c'était 10 000 dans mon compte en banque. Puis à un moment donné, tu arrives à un moment donné où je suis loin d'être des Guy la liberté de ce monde et tout ça, mais sans blague, je vis extrêmement bien. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et aujourd'hui, je me dis, bon, ben, faisons vivre ça à d'autres. Tu sais, Ouais. combien d'autos je peux avoir? Combien de pieds carrés je peux avoir dans une maison? Tu sais, à un moment donné, C'est comme Aladdin, là. Tu prends la richesse, puis tu veux la... Non, mais tu frappes surtout mon que- ventre, puis je Le chante système une... d'éducation, c'est tellement pas gearé vers Ben ça. non, ben non. J'ai étudié en génie, on n'avait aucun cours en entrepreneuriat. Puis, tu sais, les ingénieurs, justement, ils ont plein d'idées, ils veulent faire des choses, mais 90% des idées crash parce que c'est pas des gestionnaires d'entreprise. Là. Ça fait pas partie de notre culture, mais je pense que ça prend des mécanismes et des gens comme ça qui vont. Non, mais vont aider. puis je me dis, si une fois, tu sais, réussir en affaires, puis en même temps, je crois que tu n'as jamais réussi en affaires parce que tu sais jamais si à la fin, tu vas vraiment avoir réussi en affaires. Mais pour l'instant, selon la définition, je réussis en affaires. Puis la définition de la réussite, parce que justement, au départ, tu parles que le but était de changer le monde. Ouais. Est-ce que pour toi, la réussite se définit par le changement que tu es capable d'avoir ou par le dollar au bout de la ligne? Moi, la réussite, elle est hybride. Elle est le dollar au bout de la ligne, parce que sans le dollar au bout de la ligne, je ne peux pas payer les employés, je ne peux pas faire vivre une entreprise. Mais elle est aussi dans le dollar symbolique de l'implication. Pourtant, quand j'étais jeune, je n'étais pas le genre de bénévole ou des affaires comme ça. Mais c'est mon parcours qui m'a montré à quel point c'est important d'essayer de faire une différence pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, personne n'a fait de différence pour moi. Donc, je me suis dit, ben, c'est pas vrai, tu sais. J'avais Caroline, j'avais des personnes. Écoute, mes beaux-parents, même, m'ont déjà fait un chèque. Mes beaux-parents, tu sais, c'était comme. Ça pile sur quoi, l'orgueil, là. ça vite. L'orgueil, tu dis, j'en avais plus, man. J'étais Tu le comme- payes 3 fois après. Aïe, aïe. Mais c'est même pas moi qui Je suis demandais, rendu man. là. C'était Caro qui demandait parce que. Écoute, je suis rendu là, c'est ça. Je suis rendu là parce que je dis toujours qu'un entrepreneur, c'est un boxeur. Fait qu'il accepte d'aller sur le ring, il accepte de donner des coups, il accepte d'en recevoir, mais c'est toute sa famille aussi en arrière qui en reçoit en même temps. Puis ça, j'ai détesté cette période-là, Ah ouais. où le monde avait de la peine, était stressé pour moi. Tu sais, ma pauvre maman, mais c'est pas elle qui était... Elle voulait juste que je sois ingénieur dans la vie, elle, là, tu sais. Elle voulait pas... tu sais, fait que tout ça pour dire, je sais que je saute d'une idée à l'autre parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est très important pour moi de redonner, de m'impliquer. Puis je crois que c'est un bel exemple aussi pour mes enfants. Dernière une question pour toi, Nicolas, avant de passer au débat. Dans ton blog, justement, on parlait de ton blog sur lesaffaires.com. Donc, tu parles du fait dans ton blog, dans un de tes posts, tu parles du fait qu'en célébrant l'entrepreneuriat, il y a aussi des risques. Ouais. Il peut avoir la conséquence négative de laisser croire au grand public que ça peut être facile de se lancer en affaires. Est-ce qu'on a une responsabilité là-dedans, les journalistes, les médias, les blogueurs, les entrepreneurs, de montrer un côté, je sais pas, le dark side de l'entrepreneuriat aussi? Ben, je te dirais le vrai side de l'entrepreneuriat. Parce qu'on aime... il y a une surexploitation des succès, mais il y a une sous-exploitation de la réalité. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur promouvoir l'entrepreneuriat. On met beaucoup d'emphase sur promouvoir l'entrepreneuriat à travers des succès entrepreneuriaux, mais on sait très bien que je ne sais pas c'est quoi les statistiques, mais si c'est 90%, j'y crois, qui ne réussiront jamais en affaires. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de rien du tout. C'est à un moment donné, c'est ça la vie. Et je trouve que c'est très important de montrer le vrai côté de l'entrepreneuriat. Un peu comme quand, dans le temps, là, il y avait une pénurie d'infirmières, on disait à tout le monde d'aller en soins infirmiers, puis ça a été plus ou moins une catastrophe parce que le monde ça faisait 1 an, puis après, ben, ça les intéressait pas, puis ils partaient. Ben, c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat, comme c'est pas pour tout le monde être chef pâtissier, comme c'est pas pour tout le monde être un mannequin international. Et puis, Je sais que je vais en faire parler.
parler. Non, mais tu sais, moi, à travers, puis je fais beaucoup de conférences, puis dans mes conférences, moi, je raconte mon parcours, puis je te dirais que 95% de ma conférence, c'est des échecs. Puis c'est correct. Il faut les célébrer aussi, ou Moi, en je parler. célébrais jamais l'échec. Ça, c'est un côté, par exemple, que j'aime pas. Là, on glorifie beaucoup l'échec. L'échec, c'est de la marde, qu'on se le dise, OK? Oh, oui. Puis on peut pas dire que... T'as appris quelque vivez- chose. Hey, fuck off, non, là. fuck off, J'ai OK? braillé pendant 2 semaines. Ouais, j'ai appris que je pouvais pas... Il fallait payer son loyer, finalement. Un huissier, ça sonne en porte. Ça sonne en porte, ça sonne. Mais il y a deux choses avec l'échec. Jusqu'à 25 ans, c'est un mot qui n'existe pas. OK? À 19 ans, quelqu'un qui vient me voir dire « j'ai eu un échec », non, ça n'existe pas. T'as rien à perdre. Non, t'as rien à perdre. Mais l'échec a un avantage. C'est que ça fait tellement mal que la deuxième fois que tu te lances en affaires, ben, tu vas tout vivre, tout faire pour pas le revivre. Et ça, je crois que c'est le seul avantage de l'échec. On apprend, oui ou non, je sais pas. Je sais pas si j'ai appris de mes échecs. J'ai appris que je veux plus jamais en revivre, en tout cas. C'est déjà ça. Ouais, Exactement exact. comme leçon. Merci beaucoup, Nicolas. On fait une courte pause, puis on vient pour le départ. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent est qu'est-ce qui m'a fait prendre le saut pour partir ma business? Alors, j'ai pris le pas dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu poursuivre ma passion pour la fabrication de la bière, combiner ça avec le démarrage d'une entreprise. Alors, pour moi, c'était vraiment de contrôler mon propre destin. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. Les Dérangeants. De retour aux Dérangeants avec Alex Mency, JD Petit, Marie-Philippe Simard et Nicolas Duvernois. Notre débat aujourd'hui, images de marque, médias et relations publiques. Les entrepreneurs sont-ils devenus nos nouvelles vedettes de cinéma? On connaît Elon Musk, Steve Jobs ou plus près de nous, Alexandre Taillefer ou Nicolas Duvernois. Les entrepreneurs prennent de plus en plus la parole sur la place publique. Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Puis ça sert à quoi? Puis à qui? Selon le Harvard Business Review, quelques statistiques pour se mettre dans le bain, 86% des entrepreneurs dits du numérique ont dit être conscients de romancer leur aventure entrepreneuriale. Pourquoi? 57% des journalistes sont plus portés à écrire sur les startups qui ont du succès et 54% des entrepreneurs du numérique pensent que leur startup va leur permettre d'augmenter sensiblement leurs revenus. Est-ce que c'est pour ça qu'ils romancent leur histoire? Première question, est-ce qu'à votre avis, l'entrepreneur à succès est devenu une icône au Québec? Puis pourquoi? Ça, c'est poche, 86% de monde qui bullshit, finalement. On dit romancer. Le monde du Ouais. numérique, je le savais. Alex Mood, ça. Alex, c'est le fils de Bill Gates. Mais c'est parce que- Non, non, mais je pas. pense que dans le numérique aussi, il y a une genre de culture que tu ne peux pas échouer parce que tu sais, tout le monde a besoin de la techno. C'est en vogue, c'est facile, mais au contraire, c'est la guerre dans les tranchées. Il y a énormément de compétition. Il y a des pays qui sous-traitent à 15$ de l'heure. Puis avant, il y a 2-3 ans, je vous aurais dit qu'ils livrent de la cochonnerie, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Là. C'est des compétiteurs féroces. Puis ils se déplacent, ils viennent signer les deals sur place ici. Fait que, est-ce qu'on ramasse nos histoires? Moi, ça m'est totalement arrivé. Là. Je suis un grand fan de Fake It Till You Make It. Là. Puis ça m'a très bien servi. Donc, je fais partie de ces statistiques-là, malheureusement. Est-ce dans que c'est une bonne 86. chose? Ça m'a jamais nuit. C'est un système qui s'auto-nourrit aussi. Là. 57% des journalistes veulent parler des entrepreneurs qui réussissent. Fait que, bon, ben, ton histoire, c'est pas intéressant. Je parle pas de toi, ton Mais ça, start-up. c'est un peu normal. Je veux dire, si ton Exact. histoire est boring, ça va être boring. Effectivement, fait que c'est quand même important d'avoir une histoire qui se tient. Faut pas la faker, par exemple. Faut avoir une histoire qui est plausible, une histoire qui est réelle, qui est proche de toi. Parce que quand ça fait 10 ans, 12 ans, tu comptes la même histoire, là, à un moment donné, si c'est pas vrai... Imagine, C'est long. j'ai jamais lavé le plancher. J'ai jamais travaillé le boucage, j'ai jamais difficile, fait ça. C'est pas ça une mop, puis j'aime ça. C'est ça. Mais je lis un livre en ce moment même de Seth Godin qui dit All marketers are liars, puis il barre, puis il dit Tell a story, puis il dit, tu sais, c'est aussi ça, un peu avoir une chance dans le monde des affaires, c'est si tu as une bonne histoire, puis tu sais la raconter,
man, raconte-la parce que le monde veut des histoires. Par exemple, il dit, invente pas d'histoire. Puis ça va être le grand défi des agences de pub pour le futur. C'est fini le temps là où tu dis Carey Price qui montre moi je bois du Pepsi. C'est fini ça là, le monde on s'en fout, on préfère bien plus 1642 Cola parce qu'il y a une vraie histoire, tu sais. Puis le monde, il achète pas le brand pour ce que c'est. Tu sais, au final, là, comme on disait, une chaise, c'est une chaise, un verre, c'est un verre. Pourquoi? C'est quoi l'histoire derrière ça? Puis maintenant, on achète beaucoup plus, en étant beaucoup plus conscient de l'historique. Mais maintenant, c'est pas juste l'historique du produit, c'est l'historique de l'entrepreneur parce qu'on s'identifie. C'est pour ça que les entrepreneurs se mettent autant, je pense, devant les projecteurs, parce qu'au final, ben, c'est une idéologie. J'embarque avec ce que cette personne-là croit, j'embarque avec ce que cette personne-là a fait, puis ça humanise aussi toutes ces grandes marques-là. Exact. Moi, ça fait rêver aussi. Hein? Moi, je pensais pas que ça allait faire ça, par exemple. Parce que, tu sais, moi, c'est chic Marie. Fait qu'on se doute bien que je suis Marie. Là. Je m'appelle pas Pauline. Pas Marie-Madeleine. C'est ça. Puis je pensais pas que ça... C'est ça. L'irrésistible Pauline. Mais je pensais pas que ça allait tant que ça aller sur le moins individuel, tu sais. Il y a des gens qui, des fois, ils me parlent et disent « Hey, je sais que tu as lâché ta carrière en droit pour faire ça, c'est vraiment sharp. » Pour moi, tu sais, je sais pas, on dirait que moi, personnellement, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Tu sais, on dirait qu'il y a ma business, moi, je suis comme quelqu'un d'inconnu, tu sais. Je suis pas supposée être là, comme les anciens entrepreneurs. Tu sais, aujourd'hui, on dirait qu'il faut que les entrepreneurs soient de l'avant, il faut que tu saches chez qui, il faut que tu suives leur Instagram, justement, puis tu sais, il faut que... Mais c'est pas sûr que c'est tout le monde qui est à l'aise avec ça, là. C'est à l'entrepreneur de faire sa propre limite. Moi, je suis très partout. Et puis, par exemple, tu ne verras jamais mes enfants. Ou tu vois mon chien, Roméo, c'est une star maintenant. Hey, le monde, là, un jeune de Rivière-du-Loup qui dit « Hey, salut Nicolas, je t'ai vu, tout le monde en parle, je sais pas où. Tu sais, moi, j'aimerais me lancer en affaires. Puis, tu sais, félicitations, ton livre m'a fait rêver de ça. » Man, je serais un trou de cul si je répondais pas, là. Ou si c'était comme quelqu'un d'autre qui répondait, faisait semblant d'être moi, tu sais. Emoji, sourire. Comme je suis trop humain, là, moi, Ça te touche. Ben, ça me touche tellement. Et l'accessibilité aussi, là. Tu vois quelqu'un à la télé qui a une belle robe, tu lui envoies un message sur Twitter, tu as une réponse. Je veux dire, on n'avait pas ça avant, mais ça vient qu'une responsabilité. Si tu choisis de te mettre de l'avant, tu peux pas te mettre de l'avant puis pas parler aux gens. Mais il y a un côté conscient et inconscient. Ouais. Parce qu'à un certain niveau, tu sais, Nicolas, là, c'est rendu de la conscience. Donc, je décide de me mettre en scène, de continuer, je le nourris, puis ça fait partie de tout ça. Au départ, là, quand tu pars, là, tu dis, bon, ben moi, je fais un prêt ou j'ai une idée, je fais ça. Puis là, il y a quelqu'un qui entend parler de cette idée-là, puis lui décide que c'est intéressant. Ben, c'est pas intéressant pendant tout. Là, je viens du fond du bois, là, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Puis là, on en parle, puis là, l'autre personne pense que c'est intéressant. Puis là, finalement, tu deviens quelque chose au fil du temps. Et là, c'est à toi de prendre la décision, est-ce que j'embarque? Est-ce que finalement, je deviens dans l'arène publique ou je step down? Puis là, ben, il y a une décision aussi avec des partenaires. C'est vraiment une décision, je dis, par exemple? Avez-vous le choix? Mais moi, ouais. Pardon. Ben, non, mais c'est vrai que le public, quand il commence à te voir, ils veulent en voir de plus en plus. Fait que là, t'es comme, c'est vrai que t'as pas le choix, mais moi, le nombre de gens, puis peut-être parce que je suis une fille, mais le nombre de gens avec qui j'ai travaillé en marketing, en branding, ils ont tous dit « Hey Marie, il faut que tu sois l'image de la compagnie, il faut que tu aies un Instagram, il faut que tu commences à porter des vêtements, il faut qu'on te voit dans les affaires. » Moi, j'haïs ça, là. J'haïs ça. Je comprends même pas comment Instagram fonctionne. Je comprends pas. Mais ça dépend, parce que ton brand, ça dépend si ton brand, c'est toi ou si t'es le porte-parole de ton brand. Puis ça, c'est deux choses totalement différentes. Chez Abitibi & Co, Guillaume, c'est beaucoup plus lui la tête dirigeante. Mais imagine demain matin, tu fais faillite, Nicolas. Là. T'es tellement connu, genre, ça serait... Tu sais, c'est un autre risque en même temps là, de te mettre de l'avant. Là. Ouais, ben je te dirais que j'ai plus peur, moi. Moi, j'ai plus peur parce que... Tes celliers sont pleins, ça Non. J'en ai de coller. Non. Non. C'est que je... Comment je pourrais dire? Tu sais, à un moment donné, il y a un journaliste qui était surpris, j'ai dit ça. J'ai plus peur parce que, tu sais quoi, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, l'échec. Ouais. Je te disais tout à l'heure que c'était nul de vivre l'échec. Ah, ça serait nul que tu fasses faillite, on sait. Ouais, mais je me relancerais. Je me relancerais. Puis tu sais quoi? Je me suis longtemps posé cette question-là parce qu'au tout début, là, tu sais, je me disais, ben là, tu sais, je suis dans les médias, tout ça, imagine, ça marche pas. C'est vrai, là. Tu plantes devant tout le monde. Mais je suis tombé dans le piège de la peur de pas réussir. Puis un entrepreneur peut pas avoir ça. Ben, tu vois, j'ai vécu la même chose d'un début. Parce que quand on a commencé à être très médiatisé, c'est vrai que c'est stressant. Parce que les gens t'en parlent, puis c'est les gens qui te font réaliser à quel point que tu deviens présent publiquement. Puis je m'étais même préparé quasiment une réponse. Je me disais, si jamais ça plante, pour vrai, tu sais. Puis j'avais comme un espèce d'header Facebook qui disait, at least I tried. Puis je me suis dit, non, mais c'est vrai. Puis il était prêt, là. Genre... non, mais tu sais, il était conceptualisé. Tu dis, au moins, c'est. T'es programmé. Exact. Il était là, 2018. Non. Une petite boîte, OK, c'est mon failure plan. Mais en fait, moi, ça me rassurait de faire, c'est vrai.
il y en a pas beaucoup qui essayent. Il y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout. Puis au final, le seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir essayé. Puis là, ben, finalement, tu l'oublies puis tu continues. Là. Puis ça arrive très souvent parce que le succès d'estime arrive tout le temps avant le succès monétaire. Fait que moi, le monde pensait que j'étais millionnaire, j'avais pas une scène, là. Tu sais? Puis comment tu gères... Ben, question pour tout le monde. Là. Comment qu'on gère le fait qu'il y a une personne qui devient publique? Souvent, c'est deux ou plusieurs partenaires dans l'entreprise. Tu as des têtes fortes aussi qui veulent avoir une certaine visibilité. Comment qu'on gère ça, d'être le seul porte-parole devant, puis les gens pensent que c'est juste ton entreprise? Et moi, je suis seule. À l'inverse, je suis seule. Fait que je peux pas comme prendre quelqu'un d'autre qui va dire, tu sais. Tu le ferais ça dépend. Si non, je le ferais vraiment pas. Alors, regarde, l'année passée, quand on parlait à Dominic Brown, il disait que Gino, c'est pas un porte-parole, mais c'est un évangéliste. un gros porte-parole. C'est ça. Fait que, lui, c'est quand même détaché. Chocolat favori, aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui est pas trop informé, il va dire « Ah, c'est à Gino Chouinard! » Mais c'est pas ça pantoute. Mais moi, je trouve ça... Je me suis posé la réflexion pour l'émission, puis je me dis, c'est peut-être dangereux d'où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, je pense surtout aux États-Unis. Là. Tu prends des gars comme le gars de Snapchat qui est marié avec une mannequin Victoria's Secret. Tu prends Alexis Onayen de Reddit qui est marié, je sais pas s'ils sont mariés, mais avec Serena Williams. Tu sais, c'est rendu des grosses vedettes. Tu sais. Puis je me dis, tu prends des jeunes, justement, qui ont 15-16 ans, ils disent, hey, je vais devenir entrepreneur parce que je veux devenir une vedette. Tu sais. Je trouve ça dangereux parce que c'est c'est la meilleure manière de ne pas réussir. Fait que, tu sais, Leslie, c'est comme ceux qui veulent jouer au hockey pour jouer pour le Canadien. Il y a des entrepreneurs, par contre, qui réussissent pas tant que ça, puis qui jouent à la vedette. Est-ce que ça vous frustre? Non. C'est leur problème, ça. Ça va les rattraper un jour ou l'autre. Mais il y en a beaucoup. Moi, j'en connais beaucoup. Comme? Mais en entrepreneuriat, comme tu disais tout à l'heure, il y a un gros truc qui est fake it till you make it. Puis, à un moment donné, chacun a sa propre recette pour essayer de réussir. Puis, tout le monde essaye de sortir. C'est dur, c'est un monde de requins. Ils essayent de sortir la tête de l'eau. Si ils bullshit totalement, là, moi, je trouve ça un peu exagéré. Si, ils embellissent leur parcours ou je sais pas quoi... Je pense que c'est plus les gens qui vont commencer à se donner... ça se voit, il me semble, non? Une espèce de podium pour parler de tout et de rien. Entre vous quatre, qui est le meilleur branding? Nicolas. Ta revue. My God. Il faut séparer branding personnel ou branding... On sait pas c'est toi. On sait pas c'est toi, ta revue. Marie, selon toi? Nicolas. Nicolas? Ouais. Alex? Je suis pas mal d'avis, Nicolas. Puis B-Side aussi, c'est fort, B-Side. Ah, c'est beau, là. Pourquoi? Ouais. C'est vrai. C'est vrai, man. Je fais pas de camping, j'ai envie de faire du camping. Sa revue, là, est chez nous, t'as une bibliothèque, puis tu gis pas. Non, c'est un coffee table book, là. C'est écrit en latin, personne lit de toute façon. C'est pas une revue. Les images sont écœurantes, par exemple. C'est pas une revue que t'amènes au petit coin, là. On s'entend, là. C'est un autre game. Non, t'amènes au grand coin, cette revue-là. Tu vois, ça, c'est intéressant parce que je suis d'avis que Nicolas a un meilleur branding personnel. Puis, B-Side, c'est un branding qui est collectif. Ça a pris 5 personnes qui travaillent à temps plein pour pouvoir faire ça. Puis, individuellement, ça n'aurait jamais été possible. Puis, c'est peut-être une des raisons aussi que B-Side n'a pas un porte-parole qui est devant les caméras puis qui dit, c'est ça. C'est vraiment un collectif. Puis, c'est de la job en tabarouette, là, ça doit être l'enfer. Puis, comme tu disais dans un de tes billets de blog, c'est dur de dire... Je suis premier à faire cette étape-là, ou de dire, on est les Trailblazers dans la qualité éditoriale ou design. On va se faire copier. Mais si tu veux continuer, il faut tout le temps que tu innoves. Puis innover, c'est épuisant. Puis là, ça veut dire... Puis il n'y a pas de recette. On ne sait pas c'est quoi l'innovation, finalement. Non, pas du tout. Tu sais, on a toujours ce mot-là en bouche, mais c'est quoi? Puis le danger, c'est de continuer à faire des trucs parce que ça marche, que les gens aiment ça, au lieu de continuer à le faire parce que tu y crois. Puis tu dis, pourquoi j'ai fait au début? T'sais, on avait une croyance qui était précise. T'as beau faire des focus group, whatever. Là, non, moi, je crois pas ça. Ça marche pas, là. À la bout de ligne, c'est les ventes qui vont dire ça. Mais le branding, c'est vraiment à la base, c'est une histoire. C'est histoire. Pourquoi tu racontes une histoire? Exactement. Rêver, puis pourquoi tu as parti d'une compagnie? Pourquoi tu le fais? Mais vous avez votre branding, vous le faites bien. Est-ce que c'est la mort des relationnistes de presse? Est-ce que c'est la mort des journalistes? Pas des relationnistes de presse, ni des journalistes. Non? Moi, je crois qu'il va y avoir une grande crise dans les agences de pub. Oui, parce que tout le monde est un média. Avant, on avait absolument besoin des médias de masse. Maintenant, là, tu pars ton Instagram, ton Facebook, tout le monde est un média ambulant. Tu vas voir les influenceurs, puis... Oui, non, mais les agences de pub, eux, leur job, c'est d'inventer des histoires. Ouais. Wow. Il ne faut plus en inventer, il faut en avoir une. OK. Qu'est-ce que tu fais quand t'en as pas? OK. C'est ça, tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire. Oui. Il y en a plus plates que d'autres, on va se le dire. C'est ça. Comme? Tu sais,
Il y en a des fois, j'ai parti ça, j'ai commencé à Ouais. vendre des roches, puis là, aujourd'hui, je vends plus de roches. Non, mais en Tu fait, sais, t'as beau ramasser l'histoire, ça reste que je vends des roches. tu sais. mais les histoires qui sont poches, là, selon moi, c'est des histoires qui sont pas basées sur un désir profond. C'est pas la passion, c'est ça? Non, c'est- Tant que t'es passionné, il va y avoir des trucs à J'ai bracadabra. racheté la business à papa. Pourquoi? Ben, parce que c'était ça. Ouais, mon père m'a dit de la Est-ce que faire. t'aimes ça? Non, j'ai eu ça pour mourir. Bon, mais Ouais. ton histoire est plate. Finalement, Ouais. j'ai parti ça parce que j'étais pour faire bien de l'argent. OK, Puis- ça finit là. Puis il y a quand même beaucoup... Il y a quand même... C'est rare, comme j'appelle, les purs entrepreneurs. C'est-à-dire que, tu sais, pas ceux qui achètent des franchises, pas ceux qui ont un concessionnaire automobile. Vraiment, la personne, là, from scratch, là, tu sais, qui bâtit quelque chose de rien. De rien, ouais. Ça, il y en a moins. Puis ça, souvent, c'est ceux-là qui ont le plus d'histoire. Parce que t'as beau avoir 20 concessionnaires automobiles, wow, tu fais 1 milliard de chiffre d'affaires, wow. T'es un Pas bon toi qui fais les gestionnaire. autos, t'achètes des franchises. Ou T'es des... un bon gestionnaire. C'est ça. Et puis j'enlève absolument rien à ça. Mais je crois que les histoires sont encore plus intéressantes quand tu as eu la petite idée dans le fond de ton sous-sol de chez tes parents, puis que tu as fait des tests, puis que ton premier canot il a coulé, tu sais. Ouais. Ça, c'est cool, tu sais. Fait que le prochain débat, entrepreneur ou gestionnaire. Ou gestionnaire. Tu regarderas, Mathieu, le film The Founder, c'est Ouais. l'histoire de Oui. McDonald's. Ouais. Tu vois la excellent. différence entre des gens qui avaient une petite vision puis quelqu'un Ouais. qui voyait grand, puis Ouais. c'est ce qu'on connaît Puis aujourd'hui. comment se faire bien avoir. Oh, ouais. Ça fait mal. là. Il n'y a pas de violence physique, mais... Ah! Ah, moi, je l'aurais tué, moi. T'as le goût de- Absolument. t'as le goût de crier. Non! Fais pas ça! Bon, c'est déjà la fin pour les dérangeants cette semaine, mesdames et messieurs. D'abord, un très grand merci à Nicolas Duvernois pour sa visite à l'émission. Avec grand plaisir. À nos dérangeants et dérangeantes, Marie-Philippe Simard, Alex Mency, Jean-Daniel Petit. Merci à vous. Puis un grand merci à Jackie Galland, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve dès la semaine prochaine, le mercredi 13 septembre, pour un 7e épisode des Dérangeants avec Jay du Temple et un débat sur l'art d'être cheap. D'ici là, on nous suit dans le Journal Les Affaires sur la page Facebook de Les Affaires et des Dérangeants. C'était Mathieu Charret du Journal Les Affaires qui vous dit à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les dérangeants!